Et toi, est-ce que tu essaies au moins de m'écouter? Demanda-t-il à Anna. Mais elle avait déjà quitté leur tente. Ses vêtements gisaient en tas là où il les avait jetés, dans le passage. Anna ne les avait ni rangés ni éparpillés. Elle s'était contentée de les enjamber, comme si elle redoutait leur contact. Peut-être que sa peur était bien réelle. Sans doute avait-elle toujours plus besoin de la couverture que lui, qui trouverait bien un moyen de se réchauffer. C'est bien que tu sois partie. Merci, Anna. Merci de ne pas avoir engagé la conversation. Merci de ne pas m'avoir répondu. Un putain de merci, ouais! Lâcha-t-il à haute voix. Excusez-moi, dit quelqu'un à travers la toile de la tente juste au-dessus de son oreille. C'est Artyom. Vous ne dormez pas? Artyom rampa jusqu'à son pantalon. À l'extérieur, assis sur un siège de voyage pliant, l'attendait un vieillard au visage trop doux pour son âge. Il était installé confortablement, dans un équilibre parfait, et il ne faisait aucun doute qu'il était là depuis longtemps, et qu'il ne comptait pas partir de sitôt. Ce n'était pas un habitant de la station. Il grimaçait après une inspiration imprudente par le nez. Les étrangers étaient faciles à identifier. Artyom plaça la main en visière pour se protéger de la lumière rougeâtre qui baignait toute la station VDNKH et observa son hôte. « Que cherches-tu, vieil homme ?»« Êtes-vous Artyom ?»« Peut-être. » Artyom inspira profondément par le nez. « Ça dépend. »« Je suis Homer, » dit le vieillard sans se lever. « On m'appelle ainsi. »« C'est vrai ? » ?»« J'écris des livres. Un livre. »« Ah, c'est intéressant, » commenta Artyom d'une voix qui trahissait son désintérêt le plus profond. « Un récit historique, en quelque sorte, mais au sujet de notre époque. »« Historique, » répéta Artyom sur ses gardes, en regardant autour de lui. « Pourquoi faire? Tout le monde a l'air de dire que l'histoire est finie. »« Et nous? Quelqu'un doit bien raconter ce qui nous arrive ici, faire savoir ce qu'il advient de nous aux générations futures. » S'il n'est pas envoyé par Melnik, pensait Artyom, alors qui est-ce? Qui l'a envoyé? Pourquoi? Aux générations futures. Voilà une sainte tâche. D'un côté, il faut s'intéresser au principal, à la manière dont nous vivons, en élaguant, si vous me passez l'expression, les étapes et les péripéties. Mais d'un autre, comment faire? Les faits arides s'oublient. L'histoire doit être vivante pour se graver dans la mémoire des gens. Il faut un héros. Je faisais des recherches, j'essayais les approches les plus diverses. À un moment, j'ai cru avoir trouvé, je m'y suis mis. Et cela n'a pas marché. Puis j'ai entendu parler de VDNKH. Et le vieillard peinait manifestement à s'expliquer. Mais Artyom n'entendait pas lui apporter son aide. Il ne parvenait toujours pas à comprendre ce qui allait se passer dans les instants suivants. Nulle méchanceté n'émanait du vieil homme, seulement de l'incongruité. Pourtant, quelque chose s'accumulait dans l'air. Quelque chose naissait entre deux, qui allait se rompre d'un instant à l'autre, exploser, brûler, blessé de ses éclats. On m'a parlé de VDNKH, des Noirs, et de vous. C'est là que j'ai compris que c'était vous que je devais trouver, pour que cette... Artyom hocha la tête. Il venait enfin de comprendre. C'est une histoire parfaite. Et, sans saluer le vieil homme, il tourna les talons pour s'éloigner à grands pas, en plongeant ses mains perpétuellement gelées dans ses poches. L'autre resta assis sur son siège confortable, et tenta d'expliquer encore quelque chose au dos d'Artyom. Mais le jeune homme avait décidé de faire la sourde oreille. Il cligna des yeux. Il s'était habitué à la luminosité ambiante. Ce n'était plus la peine de les plisser.
ils avaient mis bien plus de temps à s'adapter à l'autre lumière, celle de la surface. 1 année. Cela avait été rapide pourtant. La majorité des habitants du métro deviendraient sans doute aveugles exposés à la lumière du soleil, même filtrés par les nuages. Après tout, voilà 20 ans qu'ils vivaient dans la pénombre. Artyom, lui, s'était forcé à voir à la surface, voir le monde dans lequel il était né. Parce que si on ne supportait plus le soleil, comment retourner là-haut, quand l'heure viendrait? Tous ceux qui étaient nés dans le métro avaient grandi sans soleil, comme des champignons. Normal, on avait compris que ce n'était pas du soleil que l'homme avait besoin, mais de vitamine D. On bouffait des rayons solaires sous forme de gélules. Pour le reste, on pouvait toujours vivre à tâtons. Dans le métro, il n'y avait pas d'éclairage collectif, pas de production d'électricité unifiée. D'ailleurs, rien n'était mis en commun dans le métro. C'était chacun pour soi. Dans certaines stations, on avait réussi à produire assez d'électricité pour que l'éclairage y fût presque comme avant. Dans d'autres, la production suffisait à peine à alimenter une ampoule qui brillait au milieu du quai. Certaines, enfin, étaient plongées dans d'épaisses ténèbres, comme les tunnels. Si quelqu'un y apportait la lumière dans sa poche, il pouvait voir apparaître du néant une parcelle de sol, un bout de plafond, une colonne en marbre. Et des ténèbres, attirés par le rayon de la lampe de poche, sortaient les occupants de la station, qui voulaient voir ce qui se passait. Néanmoins, il valait mieux ne pas attirer leur attention, car s'ils avaient appris à vivre pleinement sans leurs yeux, leur bouche était toujours là. À VDNKH, la vie était bien réglée, et la population gâtée. Les particuliers disposaient de diodes dans leurs tentes, récupérées à la surface. Et pour les espaces communs, on utilisait l'ancien éclairage d'urgence, des ampoules enfermées dans des gangues de verre rouge. Un tel éclairage aurait été propice à développer des photos, par exemple. Et dans cette lumière rouge, comme dans un bain révélateur, l'âme d'Artyom se dessinait peu à peu, et il devenait de plus en plus clair qu'elle avait été prise encore là-haut, par un jour ensoleillé de mai. Mais elle était exposée à la lumière d'un autre jour, un jour nuageux d'octobre. Une histoire parfaite, pas vrai, Genia? Tu te souviens des Noirs? Chuchotait Artyom. Mais c'était toujours d'autres qui lui répondaient, ceux dont il n'avait que faire. Salut Artyom! Hé, Artyom! Tout le monde le saluait. Certains souriaient alors que d'autres fronçaient les sourcils, mais chacun y allait de son salut. Parce que tout le monde se souvenait des Noirs, et pas seulement Genia et Artyom. Tout le monde se souvenait de cette histoire, bien que personne ne la connût vraiment. VDNKH, c'était le terminus, le chez-soi. Elle s'étirait sur 200 mètres, et 200 personnes la peuplaient. Le ratio idéal. Dans moins d'espace, on étoufferait. Dans plus, on n'arriverait pas à se chauffer. La station avait été construite voilà un siècle, sous l'Ancien Empire, avec des matériaux impériaux, le marbre et le granit. Elle avait été conçue pour être grandiose comme un palais, mais comme on l'avait enterrée, et pour cause, le résultat obtenu se trouvait quelque part à mi-chemin entre le musée et le tombeau. L'esprit des aïeux l'imprégnait, tout comme la plupart des autres stations, même les plus récentes, indélébiles. Les habitants du métro semblaient être devenus adultes, mais ils restaient assis sur les genoux de bronze de quelques vieillards, avec interdiction formelle d'en descendre. Les arches, qui joignaient des colonnes ouvragées couvertes de suie, surplombaient des tentes militaires surannées et fatiguées. Chacune abritait une famille, parfois 2. Ces familles, on les eût aisément changées de place sans que personne ne le remarquât. C'était ce qui arrivait quand on vivait ensemble depuis 20 ans dans une même station.
quand le seul rempart entre les secrets des uns et des autres, entre les gémissements et les cris, se résumait à un pan de toile grossière imperméabilisée. Ailleurs, les gens se seraient peut-être déjà jetés à la gorge les uns des autres. Après tout, l'envie, la jalousie, le sentiment que Dieu préfère les enfants des autres, le refus de partager son mari ou sa femme, l'espace vital, enfin, sont autant de bonnes raisons pour s'exterminer. Mais pas à VDNKH. Tout y était géré avec simplicité et bon sens. On eût dit un village ou une communauté. Les enfants des autres, ça n'existait pas. Un enfant robuste naissait chez les voisins, la fête était générale. Un autre était malade, chacun aidait à la mesure de ses moyens. Pas de place pour une nouvelle tante, chacun rognait sur son propre espace. On se fâchait avec un ami, la promiscuité pourvoyait à la réconciliation. Votre femme vous quittait, vous lui pardonniez tôt ou tard, car en réalité elle n'était pas partie très loin. Elle résidait toujours dans cette grande salle de marbre, ensevelie sous des millions de tonnes de terre. Simplement, elle dormait derrière une autre toile de tente. Et tous les jours vous alliez vous croiser, non pas une fois, mais 100. Il fallait donc trouver un compromis, car il serait impossible de prétendre qu'elle n'existait pas, et qu'elle n'avait jamais existé. Le plus important était que tout le monde fût en vie. Quant au reste, comme dans une communauté, ou dans une grotte. Il n'y avait qu'une seule voie pour partir, le tunnel sud qui conduisait vers Alexeïevskaya, et plus loin vers le grand métro. Mais peut-être que, justement, l'affaire résidait dans le fait que VDNKH fût un terminus. Ceux qui y vivaient ne voulaient ni ne pouvaient aller ailleurs. Y vivaient ceux qui avaient besoin d'une maison. Artyom s'arrêta à côté d'une tente, et se figea. Sans bouger, il éclaira l'intérieur de la tente à travers la toile usée, jusqu'à ce qu'une femme au visage boursouflé en sortît. « Bonjour, Artyom !»« Bonjour, Katerina Sergeyevna. »« Genia n'est pas là, Artyom. » Il acquiesça. Il voulut soudain lui caresser les cheveux, la prendre par la main, lui dire « Je sais, je sais. En vérité, je sais tout, Ekaterina Sergeyevna. À moins que cette phrase, vous ne l'adressiez à vous-même. Va, Artyom, va, ne reste pas planté là. Fais un petit tour, bois un thé. Vous avez raison. À ces deux extrémités, la salle était coupée au pied des escalators. Les habitants de la station s'étaient emmurés eux-mêmes à l'intérieur, pour que l'air empoisonné de la surface n'envahît pas la station, tout comme les visiteurs indésirables d'ailleurs. D'un côté, celui du nouvel accès, on avait élevé un mur aveugle. De l'autre, on avait aménagé un sas pour accéder à la surface. Le long du mur aveugle était installée la cuisine, plongée dans un nuage de vapeur. Un alignement de fourneaux où s'affairaient les cuisinières dans leur tablier, préparant le déjeuner pour leur mari et la marmaille. L'eau s'écoulait avec force gargouillis dans les tubes, traversait les filtres à charbon pour apparaître, presque transparente, dans de grands bacs. Une bouilloire siffla alors qu'un coursier venait d'arriver des fermes pour chercher de l'eau chaude. Il s'essuyait les mains sur son pantalon en cherchant sa femme dans cette agitation pour lui voler un câlin, lui rappeler son amour, et, qui sait, repartir avec un morceau pas complètement cuisiné pour sa peine. Les fourneaux, les bouilloires, la vaisselle, les chaises et les tables, tout appartenait à la communauté. Mais les gens en prenaient grand soin pour éviter de les dégrader. Tout, à part les denrées comestibles, provenait de la surface. Impossible de bricoler le moindre objet utile dans le métro. C'était chanceux que les défunts,
à l'époque où ils étaient lancés dans la vie, eussent accumulé toutes sortes de biens, depuis les ampoules et les groupes électrogènes, jusqu'aux armes et aux munitions, en passant par la vaisselle, les meubles, et des quantités invraisemblables de vêtements. Désormais, on pouvait utiliser le tout de seconde main, comme après un grand frère ou une grande sœur. Il y avait de quoi faire pour longtemps. Le métro tout entier n'abritait pas plus de 50 000 personnes, alors que Moscou comptait 15 millions d'habitants. Chacun disposait donc de 300 membres de cette famille étendue, qui s'attroupaient sans bruit, et tendaient ses possessions en silence. Allez, prends-les, ne fais pas le timide. Prends-les, ils sont presque neufs. Moi, je n'en ai plus l'usage. Il fallait seulement vérifier leur affaire avec un dosimètre. S'ils ne crépitaient pas trop, alors on les remerciait, et on repartait avec. Artyom arriva jusqu'à la file d'attente pour le thé, et attendit son tour. « Artyom ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Le voilà qui fait la queue maintenant. Assieds-toi, cesse donc d'user tes semelles. Je t'en sers un bien chaud ?» C'était Dasha Pélis qui dirigeait les opérations, une matrone d'une 50aine d'années que son âge ne semblait pas préoccuper. Elle était venue à Moscou d'un trou perdu du côté de Yaroslavl, 3 jours avant que tout explose. Elle voulait s'acheter un manteau en fourrure. Elle l'avait fait. Et depuis, elle ne l'avait plus jamais quitté, de jour comme de nuit, même pour sortir les poubelles. Artyom ne s'était jamais moqué d'elle. Qu'aurait-il fait s'il avait pu conserver un tel morceau de sa vie d'avant ? Un bout de mai, un morceau de crème glacée, un coin d'ombre de peuplier, le sourire de sa mère. « Oui, merci, M'dame Dasha. »« Et tu me donnes du m'dame » fit-elle avec un air de reproche teinté de coquetterie. « Alors, comment c'est là-haut ? Quel temps fait-il ? » ?»« Il pleut. »« Bah, dame, est-ce que ça va encore nous incommoder ? T'entends, Aïgoul ? On dit qu'il pleut. C'est Allah qui nous punit pour nos péchés. Eh, dis donc, c'est pas ton cochon qui brûle ? Qu'est-ce que tu nous sers ton Allah à présent ? À chaque fois, elle nous le sert, son Allah. Oh, mais c'est vrai qu'il brûle. Comment va ton Mehmet ? Il est rentré de la Hanse ? C'est le 3e jour qu'il n'est pas là. Le 3e. Ne t'inquiète pas, ça va. Je te le jure sur mon cœur, Dasha, je suis sûr qu'il s'est trouvé quelqu'un là-bas. Une des vôtres, dans le péché. Les vôtres, les nôtres, qu'est-ce qui te prend de parler comme ça ? Nous sommes tous ce qu'il y a à Igoul-Yusha. Tous pareils. Une Marie couche-toi là qu'il s'est trouvé. Allah, mettez... Tu pourrais y mettre du tien un peu plus souvent aussi. Tu sais bien comment ils sont, les bonhommes. Ils cherchent tant qu'ils ne trouvent pas. Mais qu'est-ce que vous racontez ? Il est là-bas pour affaires. Intervint un jeune homme à peine plus grand qu'un enfant, aux traits juvéniles, mais rongé par l'alcool. Mais oui. Tu sais, Kolya, tu devrais éviter de couvrir tes affidés. Et toi, Artyom, ne nous écoute pas radoter. Tiens, je te resserre. Souffle dessus, c'est très chaud. Merci. Un homme s'approcha. Sa tête glabre couverte de vieilles cicatrices blanchies. Il n'en paraissait pas farouche pour autant, sans doute à cause de ses sourcils fournis et de son langage châtié. « Je salue cette assemblée, et tout particulièrement les dames. Qui fait la queue pour le thé ? Dans ce cas, je suis derrière toi, Kolya. Avez-vous entendu la nouvelle de la Hanse ? Qu'est-ce qui leur arrive ? La Hanse est fermée. Comme l'a dit le poète, le feu rouge s'est allumé. Plus personne ne peut passer. 5 de nos hommes y sont coincés. Voilà l'explication, Aïgoulka. Va donc remuer tes champignons, hein ? Mon homme est là-bas. Qu'est-ce que je deviens, moi ? Comment ça, ils l'ont fermé ? Dis-nous, Xtantine. Ils l'ont fermé, et c'est tout. Ce ne sont pas nos oignons. Un ordre est un ordre. Ils ont recommencé leur petite guerre.
Ils sont de nouveau à couteau tiré avec la ligne rouge, c'est ça? Oh, qu'ils crèvent tous à la fin. Et qui donc sait ce qu'il se passe, hein? Xtantine, à qui je demande, hein? Mon Mermet. Ce sont des mesures de sécurité. J'en arrive à peine. Il y a une quarantaine qui touche le commerce. Ils vont bientôt rouvrir les accès. Bonjour à vous. Bien le bonjour à vous, mon bon monsieur. Vous venez nous rendre visite? Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Je viens de la Sévastopolskaya. Puis-je m'asseoir quelques instants? Artyom cessa d'aspirer la vapeur qui s'échappait de la chope blanche fatiguée aux liserés dorés. Le vieillard avait claudiqué jusqu'à la cuisine. Il l'avait retrouvé. Et maintenant il l'observait du coin de l'œil, à la dérobée. Très bien. Il n'allait tout de même pas passer son temps à le fuir. Et toi, comment as-tu fait pour arriver jusqu'ici, vieil homme, puisque tout est fermé? Demanda Artyom en fixant le vieillard droit dans les yeux. J'étais le dernier à passer, de justesse, répondit l'autre sans ciller. Ils ont bouclé l'accès juste après moi. On pourrait très bien vivre sans eux, sans cette anse, mais qu'ils essaient donc de vivre sans notre thé, sans nos champignons, ces parasites. Nous, on y arriverait, avec l'aide de Dieu. Ils vont rouvrir, ils vont rouvrir. Et s'ils ne rouvrent pas? Ah, mon Mermet! Toi, Aïgoulka, va donc voir Soukhoi. Il ne lui faudra pas plus de 2 heures pour récupérer ton Mermet. Est-ce que je te sers du thé? T'as déjà eu l'occasion de goûter le nôtre? C'est pas de refus, acquiesça Omer d'un air digne. Assis en face d'Artyom, il sirotait l'infusion locale aux champignons, fièrement, bien qu'improprement, appelé thé. Les dernières réserves de vrai thé ayant été bues voilà plus de 10 ans. Artyom attendait lui aussi. Qui fait la queue pour l'eau chaude? Artyom sursauta. Anna venait d'arriver. Elle se posta dans la file d'attente en lui tournant le dos, sans l'avoir remarqué. « Tu travailles aujourd'hui, ma petite Anya ?» lui demanda aussitôt Pelis, en s'essuyant les mains sur les poches de fourrure atteintes de calvitie. « Les champignons ?»« Les champignons, » répondit l'intéressé en s'efforçant de toujours présenter son dos au jeune homme. Elle l'avait donc bel et bien remarqué. « Le dos, pas vrai? À travailler courbé, comme ça. Je ne le sens plus, madame Dacha. Les champignons, c'est pas les cochons. » lâcha Aïgoul de sa voix nasillarde, en reniflant d'un air réprobateur. « La pauvre a mal au dos. Va donc patauger dans la merde de porc. »« Va donc y patauger toi-même. Chacun choisit ses tâches en fonction de ses goûts, » répondit Anna d'un ton égal. Artyom savait que c'était dans ces moments de calme apparent qu'Anna pouvait en venir aux mains. Et pas qu'aux mains, tant elle avait été bien formée par son père. Et quel père? « On ne se fâche pas, les filles, » bougonna Constantine. « Les professions sont toutes utiles, et aucune n'est futile. Comme l'a dit le poète, sans champignons, comment nourrir les porcelets? » Les champignons poussaient dans un tunnel effondré qui courait vers le nord. Un des 2 tunnels qui rejoignaient la station Botanicheski Sad. 300 mètres de champignonnière, et plus loin encore, un élevage de porcs. On avait décidé d'installer les animaux le plus loin possible, pour atténuer la puanteur. Comme si 300 mètres pouvaient apporter le salut. Le salut venait d'ailleurs, de l'adaptabilité des sens humains. Les nouveaux arrivants sentaient le parfum méphitique des cochons pendant quelques jours, avant de s'y accoutumer. Anna avait eu du mal à s'y faire. Les habitants du cru, eux, ne percevaient plus rien depuis longtemps. Ils n'avaient pas de point de comparaison. Artyom, si. C'est bien quand l'inclination de l'âme va vers les champignons, prononça-t-il distinctement en fixant la nuque de la jeune femme. Il est plus facile d'être d'accord avec les champignons qu'avec les gens. C'est dommage que certains méprisent autant les champignons. Il est des gens qu'on peine à différencier des champignons de prime abord. Même certaines maladies sont communes aux 2 espèces. Anna se retourna enfin vers lui. J'en ai un exemple aujourd'hui,
La moitié des champignons était recouvert d'une sorte de pourriture. Tu comprends? D'où peut-elle bien venir? Quelle pourriture? De quoi tu parles? Demanda Aigul, inquiète. Il ne nous manquait plus que ça. Allah, aie pitié de nous. Quelqu'un veut du thé? Intervint Pélis. De cette pourriture, j'en ai ramassé un plein cajot, dit Anna en regardant Artyom droit dans les yeux. Pourtant, ils étaient parfaits, ces champignons, avant. Ils étaient sains. Y a pas à dire, c'est un désastre, laissa tomber Artyom. Des champignons ont pourri. Et comment on va bouffer, nous autres? Fit remarquer Pélis. Non, c'est vrai, ça ne mérite même pas d'être mentionné, dit Anna doucement. Mais quand plus personne ne prend le grand héros, le sauveur de tout le métro au sérieux, c'est là le véritable drame. Tu viens, Aigulka? Allons respirer un peu d'air frais, je trouve qu'il fait trop chaud par ici. Omer s'éclaircit la voix avant de se lever à la suite des autres. Non, l'arrêta Artyom. Tu voulais entendre l'histoire du héros? L'histoire d'Artyom qui avait sauvé tout le métro? Et voilà, écoute. Écoute ce qu'il en est en réalité. Crois-tu que les gens en ont quelque chose à cirer? Parce que les gens ont à faire. De vraies choses à faire. Ils doivent travailler, nourrir leur famille, élever leurs enfants. Mais quand quelqu'un erre dans le désœuvrement et commence à inventer tout un tas de conneries, là, oui, c'est malheureux. Anna occupait le terrain et l'arrosait d'un feu nourri, en rafale. Deux courtes, une longue. Non, ce qui est malheureux, c'est quand un homme ne veut pas vivre conformément à sa condition, mais comme un porc ou un champignon, répondit Artyom. Quand il ne s'inquiète plus que d'une seule chose. Le problème, c'est quand un champignon décide qu'il est un homme, rétorqua Anna sans prendre la peine de dissimuler sa haine. Mais personne ne lui dit la vérité pour ne pas le plonger dans le désarroi. C'est bien vrai qu'il y a de la pourriture sur les champignons? Lança de loin Dasha Pélis. Oui. Ah, la guigne. C'est Allah qui nous punit, scanda Aigul. Pour nos péchés, parce qu'on mange du porc. Allez, va, allez. Les champignons t'appellent, lâcha Artyom à Anna, figée sur place. Ils toussent, ils éternuent, ils se demandent où est passée leur maman. T'es un connard. Un vain connard. Va. Les champignons valent mieux que toi. Va-t'en. Va-t'en toi-même. Casse-toi vers ta surface. Déroule ton antenne sur toute la ville si ça te chante. Déchire-toi la gorge avec tes appels incessants. Il n'y a personne là-haut, tu comprends? Plus personne. Tout le monde est mort. Radio amateur. Tête de nœud. Ses yeux étaient secs. Son père lui avait appris à ne pas pleurer. Elle avait un père, elle. Un parent. Un géniteur. Elle tourna les talons et s'en fut. Artyom resta devant sa tasse d'infusion aux champignons. Une tasse blanche au liseré doré ébréché. Omer était assis à ses côtés, silencieux. Les gens revinrent peu à peu vers la cuisine. Ils parlaient entre eux d'une moisissure blanche qui avait attaqué les champignons. Ils soupiraient et formulaient des vœux pour qu'il n'y ait pas de nouvelle guerre. Ils échangeaient des ragots à propos de mains baladeuses lors des travaux à la ferme. Un porcelet fusa à côté d'eux en hurlant, poursuivi par une fillette livide, atteinte de tuberculose. Un chat contourna la table, la queue dressée, et vint se frotter contre les genoux d'Artyom pour quémander de la pitance. La fumée avait cessé de s'élever au-dessus de la tasse. La surface du liquide s'était couverte d'une fine pellicule. Et Artyom sentit cette même pellicule s'étendre en lui. Il délaissa son thé et leva les yeux. Ils se posèrent sur le vieillard. Voilà toute l'histoire, grand-père. Ce qui me... Pardonnez-moi. T'es venu pour rien, pas vrai? Les générations futures n'auront pas de quoi s'extasier. S'il y en a. Non. Pas pour rien.
Artyom laissa échapper un petit bruit d'irritation. Il était tenace, le bonhomme. Il leva son derrière du banc et quitta la cuisine. Le petit déjeuner était terminé. L'heure était venue de s'acquitter de ses tâches quotidiennes. Omer le suivit comme une ombre. « Et de quoi, excusez ma curiosité, était-il question tout à l'heure? À quoi faisait référence la jeune femme? L'antenne? Le radio-amateur? Ce ne sont bien entendu pas mes affaires, mais vous remontez à la surface, c'est bien cela? Vous écoutez la radio? Je monte, et j'écoute. Vous espérez découvrir d'autres survivants? J'espère découvrir d'autres survivants. Alors? Des nouvelles? Artyom n'entendit nulle moquerie dans sa voix. L'intérêt de l'homme était sincère. Comme si Artyom ne faisait rien qui sortît de l'ordinaire. Comme si, par exemple, il livrait des jambons à la hanse. Rien. Omer hocha la tête, fronça les sourcils. Il voulut dire quelque chose, mais se ravisa. Avait-il voulu compatir? Tenter de lui faire entendre raison? Feindre l'intérêt? Artyom se fichait bien de le savoir. Ils arrivèrent au hangar à vélo. Artyom n'aimait pas les champignons, à cause de l'affection qu'Anna leur portait. Il haïssait les porcs à cause de la puanteur qu'il était l'un des rares à sentir. Aussi, en sa qualité de héros, il avait réussi à s'en faire dispenser. Mais à VDNKH, on ne nourrissait pas les oisifs. Une fois le tour de garde dans les tunnels terminé, il fallait contribuer au quotidien de la station. Et il avait choisi les bicyclettes. Il y en avait 14, bien alignées, le guidon vers le mur. Et sur le mur, des affichettes. Sur la première, le Kremlin et la Moscova. Sur la deuxième, une beauté au coloris terni, dans un bikini rose. Sur la troisième, les gratte-ciels new-yorkais. Sur la quatrième, un monastère enneigé et le calendrier des fêtes orthodoxes. Choisir son humeur et pédaler. Les bicyclettes étaient installées sur des cales, et des courroies reliaient leurs roues arrière à des dynamos. Chacune était munie d'une petite lampe qui éclairait faiblement le fantasme du jour. Le reste de l'électricité était stocké dans les accumulateurs, pour alimenter la station. On avait installé le dispositif dans le tunnel sud effondré, et nul étranger n'était autorisé à s'en approcher. L'endroit était classé site stratégique. De toute évidence, le vieillard n'avait pas encore eu l'occasion d'y fourrer le nez. « Il est avec moi », avait lancé Artyom aux gardes, sans savoir pourquoi. Ce fut ainsi qu'on autorisa Omer à passer. Artyom enfourcha un cadre rouillé, empoigna le guidon gangué de résine. Devant lui apparurent des images de Berlin, qu'il avait obtenues auprès des marchands de livres de la Hanse. La porte de Brandebourg, la tour de télévision, et la sculpture noire d'une femme aux bras levés à hauteur de la tête. La porte ressemblait beaucoup à celle de l'entrée du parc des expositions de VDNKH, et la tour de télévision berlinoise, malgré la boursouflure sphérique en son milieu, n'était pas sans rappeler celle d'Ostankino. Quant à la statue de la femme qui criait, ou se bouchait les oreilles, il n'y avait là aucun dépaysement. « Ça te dit de faire un petit tour, grand-père » lança Artyom à Omer. « C'est bon pour le cœur. Tu vivras plus longtemps, dans ce trou. » Le vieil homme restait quoi, les yeux fixés sur les roues qui tournaient, comme hypnotisé, luttant pour respirer. Sa figure avait une expression étrange, comme celle d'un hémiplégique, une moitié souriante, l'autre morte. « Tout va bien, grand-père »« Oui, je me suis souvenu de quelque chose, de quelqu'un, » dit Omer d'une voix étouffée. Il toussa pour s'éclaircir la gorge, se redressa. « Ah,
lâcha Artyom. Tout le monde avait quelqu'un à se remémorer. 300 ombres par survivant qui n'attendaient que l'instant où l'on penserait à elles. Elles posaient leurs pièges, leurs collets, tissaient leurs toiles, et attendaient patiemment. Pour qui ce serait un vélo sans roue, qui évoquerait le souvenir de leçons dispensées à ses enfants dans la cour d'immeuble. Pour qui le sifflement d'une bouilloire, qui résonnerait à l'unisson avec celle de la cuisine de ses parents quand il leur rendait visite le week-end pour partager des nouvelles. Il suffisait de cligner des yeux pour que le passé vînt s'insérer entre deux instants du présent, pour revoir leurs visages familiers. Avec les années, il est vrai, la vue avait tendance à baisser, et chacun s'en accommodait. « Comment as-tu entendu parler de moi ?»« La gloire, » répondit Homer avec un sourire. « Tout le monde vous connaît. » Le visage d'Artyom se déforma. « La gloire. » Il recracha le mot sans le goûter. « Vous avez sauvé le métro quand même. Les gens. Si vous n'aviez pas, ce jour-là, ces monstres. À dire vrai, je ne comprends pas pourquoi vous refusez d'en parler. » Devant Artyom se dressait la tour de télévision, l'entrée du parc des expositions, et la femme noire aux bras levés. Il aurait fallu changer de vélo, mais tous les autres étaient occupés, et c'était celui-ci qui lui était échu. Il aurait voulu pédaler en sens inverse, s'éloigner de cette tour. Mais ce n'est pas ainsi que l'on fabriquait de l'électricité. « C'est Melnik qui m'a parlé de vous. »« Quoi ?»« Melnik. Vous le connaissez ? Le commandant de l'ordre. J'imagine que vous les connaissez, les Spartiates. Puisque vous-même, si j'ai bien compris, vous en avez fait partie, il y a quelque temps. »« Melnik vous a dit de venir me voir ? » ?»« Non, Melnik m'a seulement raconté l'histoire, que vous êtes venu les informer au sujet des Noirs, que vous avez traversé tout le métro. Ensuite, je me suis mis à chercher par moi-même, déterrer ce que je pouvais. Malgré cela, il reste beaucoup de zones d'ombre. Ainsi, j'ai compris que sans vous, je n'arriverais pas à tout démêler, et j'ai décidé... Est-ce qu'il vous a dit autre chose? Hein? Qui? Melnik. A-t-il dit autre chose à mon sujet? Oui. Artyom cessa de pédaler, sauta de vélo et croisa les bras sur sa poitrine. Alors? Que vous vous êtes marié? Que vous êtes retourné à une vie civile normale? Est-ce ainsi qu'il l'a dit? Mot pour mot. Une vie civile normale, répéta Artyom en souriant. Il me semble bien, à moins que je me mélange les pinceaux. Et il n'a pas précisé que c'est avec sa fille que je me suis marié? Homer fit non de la tête. Et c'est tout? Le vieil homme tergiversa, soupira, et opta pour l'honnêteté. Il a également dit que vous étiez victime d'un petit dérangement. Oui, bien sûr. Je suis victime. Je ne fais que répéter ce que j'ai entendu. Rien d'autre? Pas que je me souvienne. Qu'il compte me tuer, par exemple, à cause de sa fille? Non, rien de la sorte. Ou qu'il veut que je reprenne du service? Je ne crois pas. Artyom digéra les nouvelles en silence, avant de se rappeler qu'Homer était toujours là, à l'observer. Un dérangement, se força-t-il à dire en riant. Pour ma part, je ne le crois pas, précisa Homer. Quoi qu'on dise, je suis absolument certain que... Comment le seriez-vous? Hein? Parce que vous continuez à chercher des survivants. Parce que vous refusez de vous rendre, il faudrait vous tenir pour fou? Écoutez, dit le vieil homme en regardant Artyom d'un air grave. Vous vous sacrifiez pour tous ces gens. Et très honnêtement, je ne comprends pas pourquoi on vous traite ainsi. J'y vais tous les jours que Dieu fait. Là-haut? Tous les jours. Je remonte l'escalator vers la surface, puis je marche jusqu'au gratte-ciel. Je gravis les escaliers à pied jusqu'au sommet, avec un sac à dos.
Ses voisins de peloton tendirent l'oreille et ralentirent l'allure. « Eh bien oui, pas une seule fois je n'ai entendu de réponse. Et alors, qu'est-ce que ça prouve ?» Artyom criait. Ce n'était pas à l'attention d'Omer, mais à celle des autres cyclistes qui pédalaient droit vers un mur. « Cela ne prouve rien. Comment se fait-il que vous ne le sentiez pas? Il y a forcément d'autres survivants, il y a forcément d'autres villes. Il est impossible que nous soyons seuls, terrés dans ce trou, dans ces cavernes. »« Ça va, Artyom, ça suffit !» lança un gars au nez proéminent et aux yeux minuscules, incapable de se contenir plus longtemps. « Les ricains ont rasé tout le monde. Il n'y a plus rien. Cesse donc de te lamenter. Ils nous ont eus, on le leur a rendu. Point final. » « Et si nous n'étions pas les seuls ?» demanda Omer comme à lui-même. « Et si je vous disais que... »« Il y grimpe comme s'il allait au turbin. Et, non content de bouffer des radiations, il contamine les autres. Un cadavre ambulant !» poursuivit le gars sans pouvoir s'arrêter. « Il faut qu'il nous empoisonne tous ici, c'est ça ?»« Et si je vous disais qu'il y a d'autres survivants? Si je vous disais que d'autres villes émettaient il y a quelque temps, et que ces émissions étaient captées. » Répète. « Il y avait des signaux émis depuis d'autres villes, » dit Omer fermement. « Des signaux qu'on captait. On discutait avec eux. » Tu mens. Je connais personnellement quelqu'un qui était en charge de ces communications radio. Tu mens. Et si cet homme se tenait là, devant vous, que diriez-vous alors, hein? Omer fit un clin d'œil complice à Artyom. « Que t'es complètement siphonné, grand-père. Ou que tu fais exprès de mentir. Parce que tu mens, non? Tu mens, hein ?